Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel entretien sur la chaîne YouTube avec Valentin. Valentin, est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Ben super, écoute, alors tu as écrit un ouvrage qui est très intéressant, Le plus beau pays du monde, puisque tu as parcouru la France pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, Plusieurs mois, ouais. et tu vas nous raconter un petit peu tes expériences, pourquoi tu as fait ce voyage, comment il faut faire pour se préparer, etc. Donc ça va être un entretien à peu près d'une heure 10, et ça va être l'occasion de parler d'aventure en quelque sorte. Mais avant de commencer, je vais présenter le sponsor officiel de cette vidéo, parce que oui, il y en a un, il n'y en a pas souvent sur ma chaîne, parce qu'on veut toujours des sponsors de qualité. Et là, cette fois-ci, c'est Idéochoc. Idéochoc, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme qui a vu le jour il y a de cela quelques mois et qui a pour but de résumer certains ouvrages, comme par exemple Le Prince, il y a des livres de Christopher Lasch, de Charles Maurras, etc., etc. Et à la fois, il y a des audios, donc comme un format podcast, et il y a également des résumés. Alors, pourquoi je présente Idéochoc? Parce que je trouve que c'est une bonne initiative pour les gars qui n'ont pas le temps de lire, parce que je sais que vous avez des vies prenantes, et très souvent, je reçois des messages des barons de la communauté qui me demandent comment se cultiver rapidement. Et bien, Idéochoc, c'est un moyen pour cela. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous avez à peu près 40 podcasts différents, il y a 25 heures d'enregistrement, donc il y a de quoi faire. Et il y a un abonnement de 8 euros par mois. Je trouve que c'est pas excessif au regard du fait que on paye des merdes comme Netflix, Disney+, ou des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc, c'est un moyen de soutenir quelqu'un qui fait un taf qui est juste incroyable, de vous cultiver. Et en plus, il y a 14 jours d'essai gratuit. Donc, si par exemple, vous voulez essayer Idéochoc et que ça vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière. Et donc, il y a tout le lien en description. Vous pouvez découvrir Idéochoc dès maintenant. En tout cas, moi, c'est une initiative que je valide et je pense que ça peut aider les barons de la communauté à se cultiver. Et sachant que le catalogue ne cesse de se renouveler sans cesse et il y a des auteurs qui sont très bons et que j'ai déjà présentés sur la chaîne YouTube. Donc, c'est un très bon complément pour les barons de la communauté. Voilà, donc je remercie Idéochoc d'avoir sponsorisé cette vidéo parce qu'ils le méritent, ils font un super taf et j'espère que les barons de la communauté seront au rendez-vous. Maintenant, Valentin, c'est à nous deux. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à réaliser un voyage en France? Parce que généralement, les gens, quand ils parlent de voyage, c'est de suite aller à l'étranger, Ah ouais. en Espagne, en Italie, ou alors dans des pays. C'est Bali, il faut aller à Bali. Voilà, ou alors à Dubaï. Alors à Voilà. Dubaï, voir des centres commerciaux de Ouais, avec des merde. pistes de ski dans les centres commerciaux. Ouais. C'est vraiment. Alors, pour la petite anecdote, je vais la raconter très vite. J'y suis allé une fois, si tu veux, parce que j'avais une escale pour aller en Afrique du Sud. Et c'est un petit peu obligatoire parce qu'il n'y a pas de vol direct Paris-Johannesburg ou Paris-Le Cap. Et j'ai été affligé. Ouais. C'est une ville fantôme. Alors, je vais te dire un truc qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est une ville artificielle. Alors, toutes les villes sont artificielles, mais il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de musée, enfin, pas de musée qui, on pourrait dire, ont une patte, comme par exemple le Louvre, le Quai d'Orsay, enfin, tu sais, Ouais, des musées qui ont une histoire. C'est le règne de la consommation, le règne de la vulgarité. Donc, je ne foutrai plus jamais les pieds dans cette ville de merde. Et j'invite les barons à ne pas le faire d'ailleurs. Après, je peux comprendre que pour des mecs qui ont des affaires, etc., ça peut être intéressant. Mais vraiment, Dubaï, bref, nous, c'est pas notre cam. Non. Et Valentin ne va certainement pas parler de Dubaï aujourd'hui. Voilà, on est d'accord. Parce qu'on va parler du plus beau pays du monde, en fait, la Voilà. France. Donc, La Dubaï, on s'en fout. On va économiser un peu de temps en parlant de Dubaï. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais donc moi en fait, j'étais un jeune étudiant en sciences politiques. Il y a de ça 4 ans. Et en fait, je suis parti, je révisais mes partiels tout simplement en janvier, comme tous les étudiants sages et sérieux le font. Et puis, j'étais à Paris, donc j'étais dans une ville qui a plus d'histoire que Dubaï, mais qui en ce moment devient de plus en plus grise, de plus en plus morne, de moins en moins joyeuse et colorée. Surtout au mois de janvier. Et puis je me suis dit quand même, j'ai 18 ans, j'ai peut-être mieux à faire de ma vie que de faire passer ma vie à tourner en rond, à répéter des cours sur la construction européenne dans mon studio de 16 mètres carrés. J'ai regardé si j'avais quelques échappatoires disponibles sur internet et je suis tombé sur un reportage. Les Racines des ailes, pour pas le nommer, c'est un des rares documentaires qui n'est pas une plaide financée avec nos impôts. C'est quand même, ça met en valeur le patrimoine français et les paysages. Et c'était un épisode sur la traversée de la route des Grandes Alpes, qui donc traverse
toutes les Alpes en fait, de Thonon-les-Bains à Nice, avec tous les grands cols mythiques du Tour de France. Je sais pas si t'es familier un peu avec le Tour de France, Si. mais voilà, le Galibier, l'Iseran, l'Izoard, tous les grands cols que les coureurs font tous les ans. Et puis moi, voilà, je suis sensible à cette histoire-là, j'adore le vélo, j'en fais très, très souvent. Je suis des Ardennes à la base de Charleville-Mézières, donc j'ai fait beaucoup de vélo là-bas. J'ai pris goût au voyage à vélo l'été d'avant, en faisant 3-4 jours comme ça, en dormant un peu au hasard chez l'habitant. Et là, je me suis dit, c'est une super idée de faire en fait ce Tour de France tout en toquant aux portes des gens que je rencontrais. Donc en fait, tout simplement, j'arrivais dans un village, je toquais aux portes chez les gens qui m'ouvraient et je disais, voilà, je m'appelle Valentin, je fais un Tour de France à vélo en dormant chez l'habitant, est-ce que vous voulez bien m'accueillir? Et en fait, ça permet de découvrir à la fois son pays et ses paysans. Et c'est cette. Parce que j'ai pensé mon voyage comme à la fois un truc évidemment sportif, parce que je faisais plusieurs centaines de. Enfin, 120 à 130 km par jour. Un truc culturel, parce que forcément, je m'arrêtais dans des villes magnifiques, dans des paysages sublimes. Et quelque chose d'humain aussi, pour avoir. Essayer de restaurer un sentiment de communauté nationale. Je me suis aussi demandé qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ce pays on a ce sentiment d'atomisation, de dissolution, on est de plus en plus éloigné de nos voisins, y compris à la campagne, parce qu'on a la télé, parce qu'on a la société de consommation justement, et qu'on peut parfois être plus proche d'un mec qui habite en Australie avec qui tu joues à Clash of Clans ou je sais pas où le soir, que de ton propre voisin qui a 70 ans et que tu connais pas ou que tu n'es jamais allé voir. Et donc, il y avait cette tradition dans le temps de l'assiette du voyageur, tu sais, quand il y avait on laissait toujours une assiette en plus pour s'il y avait un pèlerin qui passait, quelque chose. Et je me suis dit, je vais essayer de forcer les gens à retrouver cette tradition-là, entre guillemets. Alors c'est un peu présomptueux parce que je me suis évidemment pas imposé chez les gens qui ne voulaient pas de moi, mais au moins essayer de sensibiliser les gens à, voilà, il y a un inconnu qui est à votre porte. La seule chose que vous partagez avec lui, c'est qu'il est français, qu'il a votre langue, votre histoire, vos références culturelles. Et ça permet en fait de vivre mieux sa communauté nationale en fait, parce qu'effectivement on a ses amis, sa famille, mais ce qui fait qu'on se sent français, c'est aussi qu'on peut communiquer avec des gens avec qui on ne partage que la France. C'est intéressant ce que tu dis, alors tu as abordé beaucoup de points. D'abord le Tour de France, alors je fais une petite parenthèse, hein. C'est vrai que le Tour de France c'est déjà l'un des événements sportifs les plus regardés dans le monde, hein. Je crois qu'il y a des milliards de téléspectateurs. Hein, si c'est possible. En tout cas, c'est juste derrière la Coupe du Monde et les JO. Ouais, d'accord, donc c'est quand même très sérieux. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas parce que ça peut paraître un peu emmerdant, etc. Enfin, quand tu connais pas le vélo. Mais moi, j'avais cet a priori déjà de base. Mon grand-père le regardait, paix à son âme. Et quand j'étais gamin, tu sais, je regardais ça d'un œil, je me disais, mais c'est interminable, ça dure des heures, etc. Et c'est vraiment avec le temps, en ayant vraiment cette dimension patriotique, cet amour du pays, que j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder parce qu'à la fois il y a l'aspect sportif, parce qu'après quand t'es gamin, t'es pas trop intéressé au sport, enfin à part des sports à la con que tu peux faire à droite à gauche, mais quand tu grandis, tu t'intéresses plus à la pratique sportive, à la compétition. Et en plus de ça, il y a cette dimension de on présente le pays avec toute sa diversité, toute sa richesse, parce que la France, c'est quand même un pays qui, on le disait la dernière fois au téléphone, par exemple, le Pays Basque, c'est l'Espagne, Strasbourg, c'est l'Allemagne, Nice, c'est l'Italie, la Bretagne, c'est l'Angleterre. Donc on a une sorte, la France, c'est la synthèse en quelque sorte de l'esprit européen. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir maintenant à regarder le Tour de France, parce que je vous invite à le faire d'ailleurs, parce que déjà c'est une belle compétition. Bon, même s'il y a des histoires de dopage, etc. Mais bon, dans quel sport il y en a pas, de toute façon. Hein. Et puis au-delà de ça, en plus il y a toute une dimension historique, parce que les commentateurs expliquent. Sans qu'il y ait, ouais, je sais pas, 3-4 châteaux, des églises, des monuments, même des monuments géologiques, parce que la France c'est une civilisation, c'est aussi des paysages qui sont... En fait, moi, pour détailler quand même aux spectateurs le passage, le trajet, je suis parti donc des Ardennes de Charleville-Mézières. J'ai traversé la Marne, la Haute-Marne, je suis arrivé dans le Jura. J'ai traversé le lac Léman, j'ai traversé les Alpes, donc de Thonon-les-Bains à Nice avec tous les grands cols. La Provence, le Mont Ventoux, le Gard, les Cévennes. J'ai repris un train pour reprendre les Pyrénées, j'ai traversé toutes les Pyrénées d'est en ouest et je suis remonté en Bretagne par toute la côte, donc les Landes, la Charente, la Vendée. Et je suis arrivé en Bretagne, la côte nord de la Bretagne, à côté de Saint-Brieuc. Et je me suis dit, putain, ça fait 2 mois que je voyage en France, et tous les paysages, toutes les merveilles de souvenirs que j'ai dans le crâne, ça vient du même pays. C'est-à-dire que, effectivement, tu l'as dit,
culturellement entre Nice et Saint-Brieuc ou au Pays Basque. Même, et puis après, en passant par les spécificités purement françaises, parce que j'ai fait un autre voyage aussi dans le Massif central, le Cantal, l'Aveyron, les Cévennes, et ben en fait, il y a une immense diversité de manières d'être français, tout en gardant ce commun avec des choses qui nous rattachent à un projet national, mais il y a une diversité qui est vraiment unique au monde. Et c'est pour ça qu'au début, on blaguait sur Dubaï, sur Bali, sur l'Espagne, mais moi je trouve que quand on a la sensibilité patriote française, c'est dommage, pour dire le moins, de connaître l'Espagne ou Ibiza et de ne pas connaître un truc à 100 km de chez soi. Quand d'ailleurs il y avait eu le confinement en 2020, à un moment donné, on n'avait plus le droit de sortir à 100 km de chez soi. Et ben, je trouvais, alors effectivement le contexte c'est ce qu'il était, mais de ne pas pouvoir sortir à plus de 100 km de chez soi, ça te permettait quand même d'avoir une immense variété de choses à voir, et qui te forçait à aussi regarder autour de soi. Et j'ai vu naître plein d'articles, que faire quand on est à 100 km de Nîmes, de Charleville-Mézières, de Uzès, de Clermont-Ferrand. Et en fait, tu te dis, les gens ne savaient pas les dizaines de choses à voir autour de chez eux. Et effectivement, je ne suis pas du tout pour cette politique sanitaire-là, mais au moins dans l'horreur de cette période-là, il y a eu ce moment où tu pouvais aussi te reconnecter avec ce qui était au plus proche de toi, à savoir ta famille, ton village, et puis ta région, ta province, quoi. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, l'un des effets positifs de la pandémie, c'est le fait qu'il y a eu, les années d'après, un petit peu un réintérêt pour le tourisme franco-français, et les gens ont beaucoup plus voyagé en France et moins à l'étranger, bon, parce que déjà, il y avait certaines contraintes, mais ça a permis de remettre en avant un patrimoine qui a pu un petit peu être oublié, parce que c'est sûr que dans l'ère de la mondialisation, de la globalisation, les gens pensent avant tout... Parce qu'en fait, ce qui est assez drôle avec le voyage, enfin, c'est le paradoxe, c'est que les gens pensent que s'ils vont pas loin de chez eux, ils voyagent pas vraiment. Oui, ils sont pas dépaysés. C'est ça, ils sont pas dépaysés. D'eux-mêmes. Ce qui est d'ailleurs une erreur, puisque on le disait juste précédemment, en fait, tu es dépaysé en France, en fonction de là où tu vas et en fonction de ta région d'origine. Donc, tu es allé un peu dans mon coin, tu es allé dans les Cévennes. Ouais. T'en as pensé quoi alors? Ah, bah, les Cévennes, magnifiques. Je connaissais pas du tout, c'était une des rares régions que je connaissais vraiment pas. Et je suis arrivé, donc j'ai fait le Montégoal. Ah, bien, oui. L'Espérou, tout ça. J'ai dormi à l'Espérou, d'accord. chez les gens, chez un type qui était bûcheron d'ailleurs. D'accord. Magnifique. Qui avait construit une fuste. Une fuste, c'est un chalet en bois qui tient que par des planches qui sont imbriquées. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de... D'accord. Et donc le mec avait fait ça, il avait appris ça dans les Vosges. Et donc j'ai dormi chez ce mec-là, il m'expliquait que, bon, évidemment, le mec était chasseur. Il était né ici, il y avait autour de lui, il y avait tout son nom de famille, parce que je crois que t'enlevais sa famille, t'avais la moitié du village en moins. C'est une région, mais ils ont réussi à se préserver de la consanguinité, je précise quand même. C'est fort, voilà. C'est fort, c'est très fort. T'avais qu'une fille dans le village que tu pouvais marier. Oh, putain. Et puis bon, il m'a expliqué aussi historiquement toutes les divergences entre les protestants et les catholiques. Oui, dans mon coin c'est très... ouais. C'est vrai que dans mon coin c'est très marqué, oui. Ah ouais, mais il m'a dit il y avait 2 cimetières, le cimetière était séparé en 2, tu t'enterrais pas les catholiques avec les protestants. Puis après je suis remonté plus vers le Cosméjean, donc Mijanès, et puis les gorges du Tarn. D'accord. Une région magnifique aussi, mais les Cévennes, j'ai un très très bon souvenir. Très sauvage, très sec aussi. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de pinèdes, beaucoup de pins, de choses assez résineuses, quoi. Et donc une ambiance assez unique qu'il n'y a pas dans la haute montagne. Et moi c'est vrai que j'ai beaucoup fait de haute montagne, mais le massif central c'est très intéressant également dans la biodiversité et puis dans les paysages, parce que ça te fait des géologies qui sont complètement différentes, quoi. D'accord. Tu disais tout à l'heure que donc tu as vu des Français qui venaient un petit peu de tout horizon, mais tu disais qu'il y avait une sorte de socle commun. Toi, tu as donc rencontré énormément de monde dans ce voyage qui a duré combien de temps d'ailleurs? 2 mois. 2 mois, donc c'est quand même... Enfin, c'est court, mais c'est assez long en même temps. Tous les jours chez l'habitant, généralement chez une quarantaine de personnes. C'est quand même, ouais, c'est une performance pour le coup, et on reviendra sur le fait de comment tu as négocié, etc. Parce qu'il faut être couillu quand même, ça me fait penser à ce que fait par exemple... tu sais, ce gars avec sa chemise. Je vais dormir chez vous. Voilà, oui, qui a un énorme tchad, qui a une paire de baloches, il doit les porter en bandoulière, le garçon, mais on reviendra sur ça parce que c'est une dimension très intéressante. Mais
c'est quoi que tu as retrouvé en commun chez les Français, malgré les divergences, malgré les différences? Parce que tu me disais qu'en plus, il y avait beaucoup de confrontations interrégionales. On reviendra aussi sur ça un petit peu plus loin. C'est rigolo. Mais c'est plus rigolo qu'autre chose. Donc, c'est quoi le socle commun, à part la langue? Bah, Est-ce que tu as retrouvé un caractère commun, en somme? J'ai retrouvé une forme d'indépendance, c'est-à-dire de volonté de vivre, de pas forcément se conformer à ce qu'on entend partout dans les médias. J'ai retrouvé une certaine joie de vivre quand même, parce que j'étais dans une époque où on sortait du premier confinement qui avait été quand même moins violent que le deuxième, et puis justement il y avait eu à ce moment-là cette vague de retour un peu à des choses sensées. Sachant que j'ai vraiment été dans des villages, déjà 1000 habitants, c'était beaucoup pour moi à ce moment-là. Donc j'ai vraiment été chez des gens qui avaient été privilégiés dans le confinement, qui avaient passé 2 mois à vouloir à se balader dans la forêt, ou à vivre pleinement, en tout cas dans la ruralité. Donc j'étais chez des gens qui n'avaient pas été marqués du tout par ça, donc j'avais une sorte de joie de vivre. Et puis voilà, après, j'ai été aussi marqué par le fait que les idées politiques, parce que j'étais quand même un militant politique, enfin en tout cas j'avais la chose politique à cœur, j'ai été marqué par le fait que beaucoup de gens se désintéressent à raison de la politique, et que pour beaucoup de gens, aller à la pêche le dimanche, c'est plus important que de voter, que de se situer à gauche ou à droite de l'échiquier politique. Et ça, c'est très marquant, et c'est une vraie leçon, parce que justement, il ne faut pas oublier que quand on est politique, ce qui compte avant tout, c'est la vie normale, en fait. Et que donc, le premier facteur d'utilisation, c'est d'abord quand même le partage, les choses saines, les choses simples, justement un dîner avec des gens soit qu'on connaît, soit qu'on ne connaît pas, une partie de pêche, une balade en forêt, un après-midi de rugby ou de foot avec les copains. Ça, c'est beaucoup plus civilisationnellement fondateur que des tractages ou des collages d'affiches, quoi. Donc ça a vraiment aussi, ça m'a permis, parce que j'avais été quand même forcément dans une ville déracinante qui est Paris, ça m'a permis de remettre l'église au centre du village, j'en ai vu des églises, pour vraiment savoir que voilà, ce qui compte d'abord pour beaucoup de gens, et tant mieux parce que c'est un facteur d'espoir, c'est voilà, moi j'ai passé 2 ans à couvrir l'Ukraine, le Covid, et finalement il y a des mecs qui me disaient non mais moi ce qui m'importe c'est comment je vais refaire ma terrasse, on vient d'avoir la voisine qui est partie en vacances, on garde sa chèvre, tu vois, et c'est des joies du quotidien, quoi. Et ça c'est réconfortant, parce que quand tu projettes uniquement ta vie à travers l'espace médiatique, tu finis par te tirer une balle. Là, vraiment, il y a des choses, il y a mille moments, au moment même où il y a une loi qui passe, qui nous est pas favorable, où il y a, je sais pas, un mec qui se fait agresser dans la rue. Bah en fait, t'as d'autres moments joyeux qui sont tus par les médias. Ça peut être un berger qui monte ses brebis dans un pâturage. Ça peut être un type qui finit sa maison et qui va pouvoir abriter sa famille. Et donc ça permet aussi de se reconnecter avec un monde qui va mieux, parce qu'il est plus distant du monde fictif des médias, quoi. Mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est très juste, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre des villes qui sont un peu grandes, cosmopolites, etc., qui sont ouvertes sur le reste du monde. On pourrait citer par exemple Paris, Lyon, Marseille, pour faire Bien simple. sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens dans ces villes-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ailleurs, hein, attention, hein, parce c'est une généralité, hein, ce que je vais dire. Hein. Mais les gens dans ces villes-là, ils ont un petit peu un pied à l'extérieur du pays. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à l'Ukraine, à toutes ces choses, et au final à des choses qui ne les touchent pas directement. Tu vois, parce qu'au final, vu qu'ils n'ont pas cet enracinement, quand tu vis à Paris, tu n'as pas un enracinement, tu ne connais pas ton voisin, il n'y a pas de contrôle social, on pourrait dire. Alors que quand tu es à la campagne, tu as une proximité avec les autres, et au final, tu finis par avoir un rapport aux choses qui est beaucoup plus terre à terre. Parce qu'au final, tout ce qui se passe à l'étranger, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, mais ça ne te touche pas au quotidien. Et probablement, et je l'espère, les gens que tu as rencontrés ne seront pas touchés dans un futur proche, de près ou de loin, par ce qui se passe par l'étranger, à part la montée des prix sur certaines choses, bien sûr. Et encore, je pense que tu as vu beaucoup de gens qui étaient un petit peu dans une logique d'autosuffisance. Bien sûr. Voilà, donc, c'était il y a 4 ans, donc l'inflation n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi. Donc c'est vrai que le réel peut des fois frapper à la porte, mais malgré tout, ce sont des individus qui, au final, vivent aussi un petit peu mieux, peut-être. C'est-à-dire qu'ils sont moins névrosés, ils sont moins obsédés par
Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est vrai que dans les villes, il y a une sorte de mépris par rapport à la province, mais en réalité, la vie d'un provincial, elle est largement plus, comment on pourrait dire, elle est largement plus galvanisante sur nombre d'aspects que la vie d'un Parisien ou d'un Lyonnais, parce que au final, il vit pour lui, il fait les choses comme il a envie de faire, il y voit ses amis, etc., etc. Moi, j'ai une anecdote toujours par rapport à ça, et je pense que le profil type que je vais te dresser, tu l'as retrouvé dans tes voyages. J'ai un ami à moi que je salue au passage qui s'appelle Maxence, qui était venu avec moi dans le sud. Donc, ben, tu as vu les Cévennes, hein, c'est un caractère très sauvage, hein, coupé du monde. Et on est allé dans la ville de Sumène, pour ceux qui connaissent. Et on est allé acheter en fait un baby-foot qui était fabriqué par un type qui est collègue avec mon père. Et le gars faisait des répliques de, je crois que c'est des bonzini qu'on appelle, tu sais, les baby-foot typiques italiens, là, voilà, qui sont faits de bois, etc. Et le type, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est rentré dans son atelier, et l'atelier était bloqué dans les années 80. Il écoutait encore du Trust, etc. Et mon père lui a parlé, enfin, tu connais, dans le sud, ah, comment tu vas, collègue, enfin, voilà. Et ce qui nous a frappé, c'est que le type était déjà très heureux, il vivait vraiment bien, alors qu'il faisait quelque chose qui était simple, hein, c'est-à-dire que toute la journée, il faisait des baby-foot, et il nous a dit à un moment donné dans la conversation, moi, de toute façon, les gars, cherchez pas, hein, je suis resté dans les années 80, je suis peut-être un vieux dinosaure, mais je l'assume, et je suis bien tel que je suis. Et au final, c'est qui le plus con? C'est celui qui habite dans un 10 mètres carrés et qui chie dans sa douche, ou celui qui peut-être va pas être dans, comment on pourrait dire, tu sais, dans la vie trépidante de la ville, mais qui au final vit quand même très bien, et qui vit par rapport à ses passions, par rapport à ce qu'il aime, il voit des gens, etc. Parce que c'est un autre problème de la ville, c'est que c'est un paradoxe, tu vis entouré de gens, mais que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, c'est justement le nombre qui doit faire que, ben, au bout d'un moment, ça se dit. Non, mais moi j'ai vraiment vu ça, et quand je suis revenu en ville, parce que donc j'ai vraiment vécu dans des villages pendant 2 mois quasiment, à l'exception de quelques petites villes que j'ai faites. Tu ressens la névrose ambiante qui habite tous les cerveaux des gens que tu croises, quoi, dans les villes. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu à des réflexions qu'avait eu Sylvain Tesson, notamment sur le confort. C'est-à-dire que le vrai confort, est-ce que c'est d'avoir effectivement l'eau, l'électricité, le confort de la ville aujourd'hui, ou est-ce que c'est d'avoir des amis proches qui te laisseront pas tomber, un chien de qui tu dois t'occuper, une famille, une maison avec beaucoup d'espace, une région que tu aimes, un pays que tu aimes aussi. Et en fait, il en concluait que aujourd'hui, il était quasiment capable d'affirmer que les gens d'aujourd'hui dans les villes avaient moins de confort dans leur vie, si tu prends en plus leur vie psychologique, que des habitants de la campagne qui étaient un peu moins dotés, mais qui avaient tout un habitacle et tous des piliers en fait fondamentaux anthropologiques qui sont largement remplis. Et ça, c'est génial, parce que j'ai vraiment pu approcher ça. Et sans vouloir citer des auteurs trop polémiques, on ressent la notion de pays réel quand on arrive dans la campagne. Parce que le pays réel, c'est pas seulement les vrais Français, les vrais paysans, c'est aussi le pays qui est au contact de la réalité et qui ramène les choses à l'essentiel. Et vraiment, s'il y a un qualificatif que j'utilise pour ces gens-là et qui n'est pas du tout négatif dans ma bouche, c'est celui de simplicité, la notion de simplicité, d'humilité par rapport aux événements, et ça amène une énorme maturité, une prise de recul par rapport effectivement à ce qui se passe, que nous on n'a pas chez les jeunes parce qu'on a été déracinés. Et ça, c'est absolument c'est fondamental dans la vie d'un homme, parce que ça te permet aussi de ne pas vivre dans les névroses projetées par la surface médiatique, quoi. C'est assez vrai, mais tu sais, j'ai l'impression que quand on vit dans une grande ville, et notamment Paris, tu passes une sorte de pacte faustien, de pacte avec le diable, où en gros, la ville, avec tout ce qu'elle offre en termes de possibilités, pour t'offrir toutes ces possibilités, elle t'aspire. Elle aspire ton âme, ton énergie, etc., ta force vitale. Et quand elle a plus besoin de toi, quand tu deviens névrosé et dépressif, elle te jette. Ouais. Elle te jette. Et en fait, il y aura toujours un flux incessant de nouvelles personnes qui passeront ce pacte faustien, parce que ben, c'est le jeune qui monte à la capitale, etc., qui
parce qu'on est dans un pays aussi super centralisé, et c'est l'un des problèmes de la France pour le coup, et donc il y aura toujours ce flux perpétuel d'individus qui iront à Paris, qui monteront à la capitale, comme on dit, pour y faire carrière ou pas, et Paris va les briser et les jeter, parce que ça nourrit la ville en quelque sorte. Et il n'y a pas cette logique à la campagne. La vie à la campagne, elle peut être difficile, mais c'est pas la même difficulté. Tu vois ce que je... Ah oui, parce que c'est au contraire, c'est la terre qui te nourrit spirituellement aussi, c'est la campagne. C'est ton quotidien t'apporte des choses, bah déjà tu es dans une forme aussi toujours au moins d'une petite autosuffisance, c'est-à-dire que tous les gens que j'ai rencontrés avaient un potager. Ça fait déjà une énorme différence, on se rend pas compte, mais s'occuper d'un potager, par rapport à ce que ça t'apporte dans ton quotidien par rapport au quotidien d'un gars de la ville, ça n'a rien à voir. Moi, quand je suis à Paris, je ne mange aucun légume issu que j'ai vu pousser dans la terre. C'est soit de la conserve, soit du surgelé, ou soit des... ou alors il y a des marchés, mais les marchés c'est Rungis, donc on sait pas trop d'où ça vient non plus, quoi. Là, pendant 2 mois, j'ai les mecs alors je veux pas tomber dans les caricatures parce que ça n'a pas été toujours comme ça, mais les gens qui m'ont le plus marqué, c'est des gens qui allaient acheter le cochon chez le fermier en face, qui avaient leur propre potager, qui avaient les chiens, qui avaient des poules, les poules pour tous les œufs, puis ça t'économise des déchets, et donc ça te ramène à un cycle de vie où déjà la nature reprend son importance, donc le temps reprend son importance. Il y a aussi l'idée à Paris que le temps n'existe pas, que tout n'est que mouvement, mais que tu sois en hiver ou en été, finalement tu as la même vie, pratiquement. Alors il y a les terrasses qui ferment, mais bon, c'est pas une grande différence. Alors qu'à la campagne, tu es beaucoup plus soumis à ces cycles naturels. Tu as encore quelques fêtes de village, bon c'est plus difficile aujourd'hui, mais au moins ce qui rythme aussi le temps autant que l'espace. Et donc c'était tous ces cadres-là en fait que la ville a brisé et qui font que la jeunesse d'aujourd'hui est largement désorientée. En fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, je trouve qu'il y a un paradoxe dans la ville. C'est le fait que d'un côté, la ville te ramollit, c'est-à-dire que tout est plus simplifié dans une ville, tout est fonctionnel. Tu prends le métro, tu peux te déplacer rapidement d'une distance A à une distance B. Y a des magasins partout pour acheter les denrées alimentaires, etc. Donc tout est fait pour simplifier la vie. Mais en même temps, ta santé est impactée parce que beaucoup de gens à Paris ou ailleurs ont des jobs sédentaires, donc ils bougent pas, ils mangent de la merde le midi, ils fument, ils se prennent la pollution. Enfin, il y a aussi d'autres questions qui rentrent en compte. Donc j'ai l'impression que la ville vraiment te consume de l'intérieur. Et la campagne, c'est pas pareil. C'est-à-dire que ce rapport avec la terre et cette approche beaucoup plus saine, alors ça veut pas dire que il y a pas, c'est pas ce qu'on dit, hein, on fait peut-être des généralités, mais je pense que malgré tout, la vie à la campagne est plus saine. Et je me rappelle, je vais te raconter une anecdote, il y a de cela quelques années, la force des choses ça m'avait amené chez un berger en Ardèche. Et on va chez ce type et tout, et il avait une espèce de mansarde, mon pauvre. Il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau, les murs c'était vraiment des murs en briques. Le mec avait même pas mis de papier peint, parce que le papier peint c'est trop confortable, tu vois. Il faut voir la dureté du mur. Et le type nous avait servi un pastis, mon pauvre, ça m'avait envoyé au Belize, c'était un yaourt, le bordel c'était directement en intraveineuse. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le gars paraissait pas si vieux que ça. Enfin, je lui donnais honnêtement 70 ans, et je me suis permis à un moment donné de lui demander son âge, parce que c'était quelqu'un qui était très actif, etc. Il avait 97 ans. Ouais. Le bougre, c'était Gandalf, quoi. Le mec, c'était Gandalf. C'est-à-dire que il avait 97 ans et il en paraissait 20 ans de moins, avec une énergie, parce qu'il avait eu un métier qui certes était difficile, parce que le métier de berger, c'était un berger, le type, hein, c'est un métier difficile, mais paradoxalement, parce que tu te lèves tôt, tu vis pour tes bêtes, mais en parallèle, le gars respirait le côté sain, si tu veux. Il faisait sain comme gars. On ne se disait pas, c'est un gars qui porte, tu sais, la peine du monde sur ses épaules, comme tu peux le voir dans Paris ou ailleurs. Tu vas dans le métro, c'est le 9e cercle des enfers, tu vois, des types, ils ont des gueules déconfites, ils ont limite envie de pleurer, on le voit de la manière dont ils se tiennent. T'as un abruti qui va gueuler dans le métro, les gens ils font comme si rien ne se passait, tellement que leur esprit ont été formatés par la ville.
Et ça, c'est vrai qu'à la campagne, tu le retrouves pas. Et malheureusement, il y a des gens qui ont toujours vécu dans l'univers urbain. Mais c'est vrai que toi, ce qui est bien avec ton ouvrage et avec ce que tu apportes à travers cet épisode, c'est que tu incites en quelque sorte les jeunes à prendre la même décision que toi. Alors, je vois certaines déjà dire, parce que c'est les trucs habituels, oui, mais on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous l'argent. Donc, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que vraiment c'est ça le problème ou est-ce que c'est juste se lancer? Tu vois Écoute, ce que je veux te on signifier? va parler chiffres, comme ça tout le monde sera d'accord. Moi, ce voyage, il m'a coûté. Alors, j'ai eu la chance aussi pendant le confinement de travailler spécialement pour ça. Donc, j'ai fait des jobs qui m'ont permis de gagner de l'argent spécialement pour ça. J'ai gagné 1 300 euros, je crois. En fait, j'ai travaillé 5 semaines, j'ai gagné 1 300 euros. Et ces 1 300 euros-là m'ont servi à vivre pendant tout mon voyage. En sachant que je dors chez l'habitant, donc je ne paye pas par définition le soir, ni le manger, ni le lit, mais c'est aussi la contrepartie du risque que je prends. Et puis de toute façon, j'ai pas obligé les gens à m'accueillir. C'est-à-dire que voilà, si vraiment je ne trouvais pas, j'allais au camping et puis je dormais à la Belle Étoile. Et après, le vélo, je crois que ça m'a coûté. Alors j'avais le vieux VTT de mon père qu'on a refait avec des fourches, des pneus lisses. Ça a dû coûter à peu près 300 euros, les 400 euros si on est gentil. Donc on va dire que ça coûte 1500 euros. Je dis pas que c'est pas une petite somme, mais je pense que pour de grandes majorités des cas, tu es capable de mettre cette somme-là de côté pour voyager. Après, il y a la question du temps. Quand tu es en études, moi, ce truc-là, je l'ai fait, ce voyage, parce que j'avais mon école qui me laissait du temps l'été pour faire un stage. Donc un stage de branleur dans un cabinet de ministre ou d'un député voilà, d'un député tiède. Et j'ai dit à mes parents, plutôt que de faire un stage où je vais m'ennuyer chez un gars de Paris, autant partir en voyage, autant essayer de me confronter. Et donc j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont accepté ça. Mais vraiment, le plus dur, entre guillemets, c'est de se lancer. C'est difficile de le dire parce que quand tu te lances, t'as plus peur de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment le gros cap, c'est de se lancer. C'est de se dire, là, je vais arriver ce soir dans un village, je vais toquer à une porte, la porte va s'ouvrir et je vais devoir demander à cette dame de m'accueillir ou à ce monsieur. Et puis elle va sans doute être soit méfiante, elle aura la réaction qu'elle a, mais en tout cas, il va falloir encaisser ça. Mais donc, voilà, après, c'est pas un coût franchement très onéreux. Moi, je mangeais le midi dans des boulangeries pour moins de 10 euros. Tu étais parfaitement capable d'avoir un repas correct. Si j'avais faim, je mangeais au restaurant et puis voilà, dans les grands jours. Mais franchement, c'est pas un prix que je dirais inaccessible pour beaucoup de gens. Après, il y a toujours des gens qui ont des situations particulières, c'est sûr. Mais voilà. Ouais, de toute façon, à partir du moment où tu vas à l'étranger, ne serait-ce qu'une semaine, les 1500 euros, tu arrives très vite. Hein. Ouais, ouais, ouais. L'hôtel, la nourriture sur place, donc forcément les restaurants, ou alors tu tapes dans du sandwich, mais ça peut monter très vite, hein, surtout si tu vas à l'étranger. L'avion, n'en parlons même Ouais. pas. En fonction de là où tu vas, si tu vas, je sais pas, n'importe quoi aux États-Unis, tu en as au moins pour 700 balles. Donc ça chiffre très vite. Et puis l'avantage, c'est que ben, si tu n'as plus une thune, tu peux rentrer chez toi plus facilement. Hein. Voilà. Voilà, hein, t'es jamais véritablement très loin. Et puis je crois que maintenant, il y a pas mal d'offres qui sont faites à droite à gauche pour faciliter les déplacements pour les jeunes, notamment en train, etc. Alors j'ai pas les détails, mais ça se vérifie. Tu as mentionné quelque chose d'intéressant et je voulais justement l'aborder dans le podcast. C'est comment tu faisais, quelle était ta stratégie pour aller voir quelqu'un et lui dire ben, je vais dormir chez vous parce que c'est très intrusif, on pourrait dire quand même de prime abord. Les gens sont plus méfiants maintenant et puis ça peut se comprendre hein, au regard de la situation sécuritaire du pays. Donc comment tu faisais? Et est-ce que tu avais un haut taux de réussite ou au contraire il y a eu quand même beaucoup de refus? Comment ça se passait? Ça, c'est vraiment ce qui Ouais. m'intéresse. Et ben, je vais te décevoir, mais ma stratégie, c'était littéralement d'arriver chez les gens, de toquer, et en étant le moins intrusif possible, c'est-à-dire tu vas pas, quand tu vois que c'est des gens assez âgés, tu t'éloignes d'eux pour pas leur faire peur, tu restes au palier du portail, et ben, tu rentres pas dans le portail sans que les mecs t'aient dit ok. Et je disais, bonjour, je m'appelle Valentin, je fais un tour de France à vélo en dormant chez l'habitant. Et donc la personne. Alors, il y a eu très très peu de mauvaises réactions. Ce qui est marrant, c'est que là encore, il y avait des identités régionales qui étaient différentes. Il y a eu il y a eu deux régions qui sont particulièrement méfiantes, qui sont la Catalogne et la Charente-Maritime.
ou la Charente-Maritime, ça a été même les gens qui étaient même à la limite pas agressifs, mais vraiment méfiants, pas très sympas. Tout le reste, j'ai eu des gens quand même assez avenants. Le taux de réussite, il était très variable évidemment, mais on va dire qu'en moyenne, allez, j'avais 5-6 personnes qui me refusaient. Ce qui est très important en fait, c'est d'accepter ce refus. Ça se fait très naturellement, hein. Mais surtout quand tu refuses quelqu'un, tu le fais avec le sourire. Souvent, c'est que la personne, c'est pas qu'elle veut pas t'accueillir, c'est qu'elle ne peut pas t'accueillir parce qu'il y a des petits enfants qui sont là, parce que il y a pas de place, parce que ce soir ils sont invités chez quelqu'un. Et donc rester 1 minute ou deux, discuter avec eux pour montrer que tu es sympa. Des fois, ils peuvent même te rediriger vers un voisin qui savent qui est ça. Moi, ça m'est arrivé notamment dans l'Aveyron, à côté de Rodez, où des gens, la première personne à qui je toque du village, me dit ah mais allez chez les voisins, ils sont vachement sympas. Et puis au final, je vais chez les voisins. Alors là, ils me disent on est désolé, on a des amis qui sont ce soir-là qui viennent, donc on peut pas vous accueillir. Je dis bah, c'est pas grave, je m'enfonce dans le village. Et la fille, donc la voisine qui était sympa, est carrément revenue me chercher en voiture dans le village pour dire bon, les amis finalement elles vont dormir dans le même lit et puis nous on vous accueille pour ce soir. Ah ouais, d'accord. Et ça, Okay. et puis j'ai passé une soirée magnifique, on a mangé barbecue, c'était très bon. Et donc en fait, faut toujours prendre ça avec le sourire. Et surtout, voilà, ce qui détermine aussi la capacité à voyager, c'est la capacité à accepter les échecs et à intégrer ces échecs à l'aventure. Faut jamais, ce qui est vraiment, ce qui permet de profiter pleinement de son voyage, c'est à chaque fois ça fait un peu discours d'école de commerce, mais de trouver à chaque fois l'opportunité dans la chose. Et par exemple, j'ai fini par dormir dans un camping en Provence, où j'ai partagé, à défaut d'avoir des gens qui m'accueillaient, j'ai partagé mon repas avec des archéologues qui étaient sur place, et donc j'ai pu discuter archéologie toute une soirée avec des gens, rencontrer un berger qui avait 60 ans et qui s'était fait archéologue sur le tard et qui était devenu archéologue alors qu'il avait fait 50 ans de bergerie. Donc en fait, il y a toujours des choses à retirer en fait, de cette expérience dans l'inconnu, surtout qu'en plus, comme t'es un mec, bon, j'avais 18 ans, j'avais à peu près une bonne tête sans être forcément très esthétique, mais voilà, bon, j'avais. Et puis. Ça va, TBG, non, petit col roulé, petite lunette. Le petit col roulé, je l'avais pas à l'époque. Ah, ouais. Sur un vélo, ça tient chaud. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais bon, ils voyaient bien que c'était pas avec mon vélo que j'allais les cambrioler ou que. Alors, il y a une anecdote quand même qui était assez rigolote, justement en Charente-Maritime, donc chez des gens assez méfiants. Et ben justement, j'ai dormi chez une femme qui était récemment divorcée et qui accueillait chez elle. Oula, attention, oula, problème. oula. Alors, c'est pas l'anecdote que vous croyez. Que va-t-il se passer? Est-ce que. On se retrouve juste après la pub. Et donc cette femme-là accueillait des amis à elle aussi. Donc je crois que l'une amie était divorcée aussi. Donc il y avait un rapport déjà à la masculinité qui était un peu névrosé. Donc elles m'ont fait dormir, elles m'ont dit par contre moi je peux pas vous faire dormir autre part que dans la véranda sur le sol. Je dis pas de souci, moi ça me va très bien, je veux pas... La moindre des choses c'est de pas intervenir dans la politique du ménage. Et puis donc Et après t'as dormi avec les deux. Ouais, dis donc, ça va. Je rigole. Mais donc ils m'ont foutu sur le matelas, la véranda, et là je vois là, une dame qui se rapproche de la porte de derrière et qui ferme le truc à clé. D'accord, ouais. Et là, je me dis, en plus, j'avais passé la soirée avec elle, Ouais. à dîner, à faire des blagues, donc voilà. Bon, après, j'ai pas jugé, si elle pensait que j'allais intervenir dans la soirée, tant mieux, enfin tant pis pour elle, mais voilà, après, bon, elles m'ont débloqué le lendemain, j'ai pu repartir. Ok, ouais, donc il n'y a pas eu de voilà, drama, quoi. c'est ça, mais c'est bon, tu peux pas juger les gens, ils sont chez eux. Pareil, il y avait aussi des gens avec qui j'avais passé une excellente soirée à Soulac-sur-Mer, qui, quand ils m'ont accepté, devaient partir à la plage, et ils m'ont dit je préfère que tu restes pas dans la maison tout seul. Moi je suis resté sur la terrasse. En fait, il faut surtout aussi, voilà, je demande quand même beaucoup de demander aux gens de m'accueillir un soir, de demander pour dîner. Donc tu fais pas le chiant, quoi. Oui, tu respectes les c'est règles même un du foyer. bonheur. C'est même un bonheur des fois de se plier à des traditions, des coutumes familiales. J'ai dormi chez Jean Lassalle par exemple. Ah, d'accord, ah ouais, là, sérieux? Dans le Béarn. Et donc le soir, il était avec ses fils et puis il jouait de la guitare, il chantait des chants béarnais, donc je chantais avec eux. Ah, mais attends, Et mais là ça, tu c'est magnifique. racontes un truc de dingue, Ah, t'as ouais, dormi ouais. chez Jean Lassalle. Ouais, alors. ouais. Parce que comme justement j'avais cette démarche se rapprochait un peu de la sienne sur la marche qu'il a faite pendant 8 Oui, mois. oui, c'est vrai. Et ben je suis arrivé à Lourdes-Aussichère dans son village, j'ai toqué à la première porte, j'ai dit voilà, je viens dormir chez Jean Lassalle, est-ce que vous pouvez m'indiquer son adresse?
Elle m'a indiqué, je l'ai trouvé, il remettait ses bottes parce qu'il venait de bosser dans le jardin. Et donc au final, il ne pouvait pas m'accueillir dans sa maison à lui parce qu'il y avait ses enfants, ses petits-enfants. Donc il m'a fait faire un tour du village dans sa Dacia toute fracassée, qui a pris je sais plus combien de lapins et qui a même buté un cheval, je crois, un jour. Ah ouais, quand même, ouais. Il l'a dit dans un reportage. Donc il parlait patois, j'ai vu Jean Lassalle, tu dis le mec tu l'as vu toujours à la télé, tu le vois parler patois avec les paysans du coin. Personne finalement pouvait m'accueillir, donc il m'a fait dormir dans son lit d'enfance même. D'accord, dans la ouais. maison de sa famille. Et donc j'ai vu sa famille, on a dîné ensemble, on a chanté. Moi j'adore les chants béarnais, je sais pas si tu connais le groupe Nadao, qui est un groupe connu dans le sud-ouest, qui est un groupe qui est issu de la mouvance de mai 68, mais dans le retour aux régions, aux identités régionales. D'accord, ouais. Et qui est un groupe phare en fait du sud-ouest qui représente vraiment la culture béarnaise, qui a remis ça au goût du jour et qui fait des chansons vraiment. Alors ils sont partis d'une idéologie un peu 68 art gauchiste, mais ils sont vraiment revenus ensuite vers des choses très simples, vers le quotidien du paysan, D'accord, vers des chants sur une balade. Et finalement aujourd'hui c'est des chants qui peuvent. En fait quand tu les écoutes, bon c'est en occitan, mais quand tu les traduis, t'as l'impression que c'est des chants qui ont été écrits il y a 3 siècles, quoi. Tellement ça respire une sorte de pureté de vivre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et Jean Lassalle, donc forcément dans le Béarn, c'est le groupe le plus connu, donc il connaissait, il chantait aussi. Mais lui, il chantait ça faisait partie de son quotidien, c'est pas du folklore. Oui, bien sûr, oui. Et ça, c'est pas parce que tu étais là, voilà. quoi, voilà, ouais. Et ça, c'est très important aussi. Ça amène aussi un chapitre important qui est le chant. J'ai vu aussi beaucoup de gens chanter, et le chant, c'est quelque chose de fondamental que je trouve trop sous-estimé aujourd'hui, parce que ça permet. Ça donne un sentiment de commun, ça te caractérise en tant qu'identité, ça fait du lien parce que toutes tes chansons, par définition, les chansons que tu chantes, c'est pas toi qui les as écrites, donc tu reprends, tu t'enracines vraiment en fait dans le chant. Et ça, je trouve aussi que c'est fondamental et c'est une chose que la jeunesse doit retrouver, c'est la capacité à chanter parce que le chant aussi, très souvent, c'est quand même aussi de la joie et de la convivialité. Quand c'est du larmoyant, c'est magnifique aussi. Là, j'étais en Corse il y a 2 mois, les mecs chantent tout le temps, c'est magnifique. Alors, j'ai une petite question d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Alors, vraiment, j'en sais rien, peut-être que tu as la réponse. Pourquoi, quand ils chantent, ils mettent leurs mains sur leurs oreilles, là, comme ça? C'est parce qu'en fait, tu t'essayeras un jour quand tu chantes, là, on va pas faire quitter. Ouais, on va passer pour des cons, quoi. Mais quand tu chantes, tu entends mieux ta voix, en fait. Tu peux plus l'ajuster. D'accord, ok, très bien. Et comme en fait tout le monde chante très fort là-bas, ouais. Ça permet de pouvoir soi-même travailler sur sa voix individuellement. D'accord, ça fait une sorte de caisse de résonance pour mieux s'entendre. Et d'accord, et comme la polyphonie corse, ça repose aussi sur une grande variété entre les chanteurs de voix. En fait, c'est une base, j'ai appris ça là-bas. Donc en fait, t'as un chanteur qui donne le ton, et ensuite tu as au moins un qui donne la note grave et un la note aiguë et qui s'enroule en fait, ça s'appelle la voix de l'ange. Enfin, c'est magnifique comment il raconte ça. Et donc il faut que tu travailles sur ta voix à toi et pas que tu te laisses emporter par la note commune entre guillemets. D'accord. C'est très beau les chants corses, c'est vrai. C'est sublime. Enfin, la Corse c'est très beau. Respect aux Corses d'ailleurs, on le dit pas. Parce que c'est justement une des régions qui a le plus gardé son identité malgré le tourisme qui a envahi le littoral. Quand tu vas dans les villages, tu as encore, quel que soit le village, même s'il est très touristique, tu as toujours des vieux qui sont là, qui racontent des histoires, qui parlent en Corse et qui ont des traditions. Et vraiment, ils ont réussi à concilier, en tout cas, à préserver leur identité régionale malgré le tourisme. Et c'est vraiment un exemple, je pense, de reconquête d'identité régionale, parce que s'il y a aussi une chose dans ce livre, c'est vraiment la diversité des identités régionales, et c'est pas du tout antinomique avec le côté centralisateur républicain, bien sûr, ouais. Qu'on pourrait contester aussi, mais retrouver son identité régionale, c'est au moins aussi important que retrouver l'identité nationale, parce que ça te connecte avec des choses directes et le passé de tes pères directement. Et c'est très faux de considérer qu'ils sont pas sympas. Ce sont des gens qui sont un peu bruts de décoffrage de prime abord, mais quand après tu as montré que tu étais de bonne volonté, c'est des gens qui t'offriraient leur chemise, quoi. Ah ben on est d'accord. T'as un trou dans ta chemise, le mec il te la donne et tu repars avec. D'ailleurs, tu remarqueras souvent que les mecs qui disent qu'ils sont pas sympas, c'est des Parisiens qui veulent vivre, qui veulent leur Uber Eats et leur sushi en Corse, quoi. De toute façon, tu remarqueras que les gens qui généralement aiment pas les Corses, ce sont les mêmes qui ont perdu justement totalement leur identité. Ouais. Et qui ont un pied parce qu'ils ont du mépris pour ça. Ouais. Ils ont du mépris, ils voient ça comme une forme
d'arriérisme, tu sais, comme si c'était une honte. Puis alors, il y a aussi la question des accents, mine de rien, qui, bon, moi, voilà, mais c'est un peu marqué. Ouais. Mais Lillois, c'est ça non, du tout. Ouais. La dernière fois, j'ai fait croire à quelqu'un que j'étais du Québec. Je pense qu'il était un peu con, mais j'ai fait croire à un Parisien, donc c'était pas étonnant. Oui, tu peux tout leur faire croire. Oui, mais c'est vrai que ça, oui, l'accent est souvent méprisé, pas à Paris. Moi, j'ai jamais eu trop de mépris à Paris par rapport à l'accent, mais c'est plutôt dans d'autres régions, notamment à Lyon, où il y avait vraiment une forme de mépris pour ça, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la France, la beauté des accents, parce que ça fait partie intégrante de l'identité. Et j'en ai vu une diversité, alors même on dit l'accent du Sud pour faire grossier, mais il y a une diversité d'accents. Exactement. J'espère que je te rends justice en disant ça. C'est très vrai. Hein. Entre l'accent niçois, marseillais, à partir de Montpellier, et puis alors le Sud-Ouest, ça n'a plus rien à voir. Je dirais qu'il y a 3 tendances. Il y a celle du Sud-Ouest, il y a celle de ma région qui est purement les Cévennes. Ouais. Et il y a celle de la région PACA, avec une distinction entre, oui, comme tu dis, la Provence, et de l'autre côté, l'accent marseillais qui est très particulier aussi. Mais oui, en fait, il n'y a pas un accent du Sud, il y en a une pléthore, comme à mon avis, il n'y a pas un accent du Nord d'ailleurs. Ah non. Alors nous, moi je suis des Ardennes et je suis pas très loin du pays de l'île, donc du pays ch'timi. On peut penser quand on l'écoute comme ça que c'est la même chose, mais il y a des diversités. Et ce qui est génial quand on fait ces accents-là en vélo, c'est que la vitesse avec laquelle tu voyages à vélo fait que tu vois les accents évoluer, je dirais presque de village en village. D'accord. Et c'est très intéressant. Par exemple, quand tu pars de Briançon, tu es au milieu des Alpes, donc là tu as un côté un peu savoyard, montagnard. Tu passes le col d'Izoard et tu te retrouves donc là dans la vallée à Guillestre, dans la vallée j'ai plus le nom, du Queyras, voilà, pardon. Et là, tu es déjà dans la Provence, déjà dans une atmosphère provençale, et l'accent a changé en fonction de la vallée. D'accord. Et puis à l'air après, justement, j'ai fait donc la Provence, les Cévennes et le Pays Basque, et là, c'est 3 choses qui sont totalement différentes. Donc là aussi, c'est une richesse culturelle, les accents. Et puis ça répond à tous des imaginaires qu'il faut reconquérir, parce que c'est vraiment c'est par le vivant et par le patrimoine culturel qu'on redevient, qu'on sait ce qu'on défend en fait. Bien sûr. Et pas en ayant une sorte d'image d'Épinal. Il faut aussi, quand on voyage comme ça, il faut se garder de projeter chez les gens qu'on rencontre la volonté qu'on a on veut pas que ce soit des clichés, quoi. D'accord, oui. On veut vraiment qu'ils vivent, on n'attend pas d'eux. Quand je suis allé au Pays Basque, je voulais pas absolument que les mecs qui m'accueillaient fassent une partie de pelote basque, bien sûr, ou me file de la charcuterie. Ouais. Tant mieux s'ils le faisaient, mais il fallait pas que ce soit forcé. D'ailleurs, j'ai vu une partie de pelote basque à Saint-Étienne-de-Baïgorry, c'est absolument magnifique. Et pendant les pauses, ils jouaient un instrument basque, une flûte qui donnait un air extrêmement mélancolique, et on sentait que c'était pas du tout pour les touristes. Oui. On sentait que c'était des gens qui faisaient ça depuis 30 générations, et que c'était comme ça qu'ils vivaient. D'accord. Et ça, c'est extrêmement... c'est très appréciable dans les régions comme la Corse, le Pays Basque, l'Alsace également, où les gens vivent pour eux-mêmes et pas à travers la projection de clichés dont les provinciaux attendent, que les Parisiens attendent. Ouais. Bien sûr. C'est pas la France Disneyland en fait. C'est pas, on va pas dans une région pour dire je veux voir une sorte de zoo humain, tu sais. Alors bien sûr, on va retrouver forcément, vu que les régions ont leur identité, etc., il y a, comme tu l'as dit, il y a des accents, il y a des plats, etc. On n'a pas parlé des plats, mais d'ailleurs, je pense que tu as dû voir... J'ai bien bouffé, ouais, j'imagine que tu as dû prendre du poids alors que tu faisais du vélo, quoi. J'ai pris 300 grammes parce que le vélo a compensé. Le vélo a compensé, donc c'est dire. Parce que 300 grammes quand on fait 130 bandes par jour. Ouais, c'est que vraiment, t'avais dû forcer mon coquin, là. Et t'as gardé contact avec des gens un peu que t'as rencontrés, avec qui tu parles encore, parce que ça, c'était il y a plusieurs années, mine de rien. C'était il y a 4 ans, et en plus, entre-temps, j'ai fait un autre voyage de 3 semaines il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est assez compliqué ça aussi, si les gens veulent faire comme moi, voyager en dormant chez l'habitant. C'est assez compliqué, surtout quand on fait ça sur 2 mois où on rencontre une quarantaine de personnes. Parce que tu te sens quand même obligé de forcer de garder le contact parce que tu as dormi chez eux. Oui. En même temps, et c'est appréciable des fois que si ça s'est bien passé sans plus,
Les gens, enfin, il faut pas que, c'est assez compliqué parce que t'es quand même rentré dans leur intimité, ils t'ont offert l'hospitalité. Et donc voilà, garder contact avec tout le monde, c'est un peu compliqué parce que ouais, il y a quand même 45 personnes. Ouais, c'est impossible Voilà. même. Mais en tout cas, il y en a notamment, je pense à Robert, tu me parlais de ton anecdote avec le gars qui faisait du baby-foot là tout à l'heure. Ouais, Elle, pareil, elle est restée bloquée, mais d'une joie de vivre. C'est une dame que j'ai rencontrée dans la vallée de la Maurienne, ouais, donc après le col de l'Iseran, vraiment dans le haut des Alpes, dans le cœur des Alpes françaises, qui habitait un petit village, qui avait pareil 80 ans, qui en faisait 10 de moins, et qui j'avais fait une étape très difficile parce que en fait, donc le col de l'Iseran, qui était le col juste avant de cette vallée-là, c'est un col qui est très long, c'est le plus haut col d'Europe. Et la descente que j'ai faite est vraiment assez peu pentue, mais très longue, et j'avais un vent de face atroce qui a fait que même sur le plat, j'étais obligé d'être sur le petit plateau. Je sais pas si ah ouais, d'accord. donc c'était une horreur, alors que je m'étais tapé 48 bornes de montée avant pour monter à 2700 là-haut. Donc j'ai essayé d'hurler contre le vent, ce qui n'a rien changé sur le plan météorologique. Et donc je suis arrivé chez cette dame, j'avais encore la colère en moi, quoi. Ouais, Et puis on était juste après le Covid. Et elle m'a fait un câlin, mais vraiment d'une tendresse infinie, quoi. On a Ouais. vraiment senti la bonté. Et là, ça m'a surpris parce qu'en plus, il y avait ce côté où elle avait c'était un geste, elle a brisé les gestes barrières, cette oui, folle oui. qui, Oui, qui, oui, qui, oui, oh là là, ça a ça fait plairait hurler, pas à la Macronie, voilà, qui a fait voilà. Olivier Véran. Et en fait, et elle était d'une bonté, d'une simplicité. Elle a vécu, je crois, en fait, à l'âge de ses 16 ans, elle s'était fait un genou fracturé, il y avait un bout, en fait, ils avaient mal diagnostiqué son problème. Donc elle a grandi de ses 16 ans à ses 20 ans sans ligament croisé. D'accord, Et oui. donc, en fait, elle remettait son genou dans le bon sens pour tourner. Ah Voilà. ouais, d'accord. Et tu vois, quand t'as fait ça, quand tu entends ça, et que toi tu t'es plaint parce que t'avais un peu de vent de face pendant 60 bornes, tu te remets aussi toi en question. Ouais, j'imagine. Et cette femme-là, je suis toujours en contact avec elle, on s'appelle régulièrement. Et juste après mon Tour de France, je suis reparti justement dans son coin pour randonner une semaine. Et donc je suis allé la voir juste après. Il y a une autre femme aussi que j'ai rencontrée dans les Pyrénées, une dame très très gentille, très sympa, qui s'appelle Marie et qui était dans le col de Peyresourde, donc dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Et puis après j'ai essayé de garder contact, mais c'est pas facile parce que Bien sûr, il y a trop de forcément, monde, c'est etc. loin. Oui, oui. Et puis de mon deuxième Tour de France, j'ai gardé quelques contacts aussi très sympas. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ce soit forcé non plus parce Bien que sûr. voilà. Mais à chaque fois c'est des bonheurs, et puis même le fait que ça soit entre guillemets, que ce soit un coup d'un soir pour parler voilà, vulgairement. Oui, oui, oui. Euh, On se comprend, il n'y il y a a- pas de. il y a un côté beau, quoi, parce Oui, que, bien sûr. et puis tu te confies plus facilement à quelqu'un un soir que tu connais pas comme ça, qu'avec des gens que tu vois tous les jours et dont tu peux craindre ensuite les on-dit, les machins. Bien sûr, bien sûr. Donc même la dimension de rencontrer un soir quelqu'un, c'est assez fort finalement. De toute façon, tu as justement abordé un thème sur lequel je voulais rebondir. C'est le fait que ce qu'il y a de beau parfois avec les rencontres, c'est le caractère éphémère. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que il faut absolument garder contact, etc. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui veulent absolument des fois garder des contacts avec des gens avec qui ils ne partagent plus rien, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et je pense que parfois il faut savoir dire adieu, et que c'est ce qui fait que la rencontre a aussi un intérêt. C'est que on n'est pas toujours obligé de maintenir un lien, etc. Et on sait qu'on va voir la personne une fois, que ça sera, comme tu dis, et ça permet d'avoir une sorte d'être sans filtre, Ouais. d'être peut-être même plus naturel que parfois être avec des gens que l'on fréquente depuis des années parce qu'on peut avoir peur de ce qu'ils vont penser de nous, etc. Et de l'évolution de la relation. Et c'est vrai que les gens ont trop perdu cette dimension de la relation qui doit être constamment nourrie sur le long terme, même quand la relation est morte. Il y a des mecs qui sortent le défibrillateur. C'est hypocrite. C'est hypocrite, voilà, exactement, tu as dit les deux termes qui sont très bons. Et moi j'ai lu aussi notamment des choses dans les écrits qui m'ont marqué, les mémoires d'Olivier de Kersauzon. D'accord. Rocher Ensemble, c'est pas un mémoire, mais c'est celui-là, il raconte ses mères. Et quand il raconte un type qu'il a juste vu comme ça il y a 30 ans, avec qui il a partagé un coup et ils sont jamais revus, bah, ça donne un caractère beaucoup plus fort à cette rencontre
que si tu t'étais senti obligé à chaque fois que tu repassais dans le coin de lui filer un coup de main ou quoi, sans forcément d'en avoir envie. Donc je pense qu'il faut garder une forme de sincérité aussi dans ces relations-là. Ce qui est pas du tout, ça veut pas du tout dire qu'il faut couper les ponts avec le mec, lui supprimer son numéro une fois qu'il est parti de chez lui. Sûr, oui. Mais il faut pas te forcer. Et puis moi ça m'est arrivé de dormir chez des gens qui étaient politiquement pas du tout d'accord avec moi, avec qui j'ai pas gardé contact. Mais sur la soirée, je me suis pas mal senti et puis on a bien compris qu'on garderait pas contact. Et c'est pas grave. Oui, de toute façon, on peut pas en fait. Je crois qu'il y avait des études qui avaient été menées que un être humain classique ne peut pas nourrir plus de 140 relations. Et déjà 140, c'est le grand max. C'est vraiment, c'est le mec qui est bien organisé. Mais moi, je pense que c'est moins au-delà de ça. Je pense que c'est une fourchette très très haute. Mais c'est intenable. C'est intenable de nourrir autant de relations. Ou alors, ça sera des relations qui seront au ras des pâquerettes. Parce que l'énergie que tu consacres dans une relation, tu peux pas utiliser toujours cette même énergie pour tout le monde. Ah non, tu peux pas. Ça t'oblige à des compromis insupportables. C'est ça, oui, tu vis pour les autres à la fin. Et en fait, tu veux pas te déchirer un week-end là-bas, un week-end par-ci, et puis voilà. Donc, faut pas avoir des emplois du temps de ministre ou se dire que qu'il y a une logique de rendement. On voit les gens parce qu'on a envie de les voir ou on les voit pas. Et c'est la boucle est bouclée parce que c'est ce qu'on disait juste précédemment. Est-ce que quand même tu as eu des moments où tu t'es dit ah là ça craint, en fait, t'as quelques anecdotes ou même hors ça craignait. Est-ce que vraiment à un moment tu t'es senti en danger? Alors en danger non, par contre il y a eu un soir, alors moi j'ai un naturel un peu imaginatif donc je peux dire parano assez rapidement, et l'un des tout premiers soirs où je suis allé dormir chez un habitant, c'était dans la Savoie, tout premier dans le village d'Égey, et donc je dors chez ce mec-là, il me dit pas de souci, très gentil, mais comme il a le tempérament savoyard, il est un peu distant. Oui. Donc tu sais Tu pas forces encore. pas, quoi, voilà. Mais il m'accepte très gentiment, et puis et donc il me dit tu vas te mettre au sous-sol, là, et puis donc j'avais une chambre au sous-sol avec une douche. Et au moment de prendre ma douche, j'entends au-dessus un espèce de bruit, un peu comme une machine métallique, mais dont tu ne peux pas identifier vraiment le. Et là, tu te dis, tu psychotes, forcément, tu te dis, moi j'ai 18 ans, c'est une machine à torture, un truc comme ça. Donc là, je prends ma douche en me signant un peu le signe de tu te dis, oh putain. Là, j'écris à mes parents, si je suis pas dans une demi-heure, sortir. Et en fait, c'était une perruche. Le mec avait une perruche. D'accord, ok. Et ça fait un bruit quand tu sais pas que c'est une perruche. Oui, j'imagine. Tu commences à psychoter. Mais à part ce truc, j'ai passé une super soirée, le mec génial, moniteur de ski, donc il connaissait tous les coins des montagnes. Putain, mais ils sont tous moniteurs de ski ou quoi? Ils te mettent, c'est vraiment le. Ah, t'as le pic de la Marmotte. Ah ouais, ça c'est un cliché hein, pour le coup. Ouais, mais c'est magnifique. Puis, et tu voulais pas faire un remake de Massacre à la tronçonneuse en Savoie, quoi. Non, ça finir dans une fondue savoyarde. Donc à part ça, j'essaie de me souvenir, mais j'ai pas eu le sentiment. Non, ça a jamais craint. Il y a des fois où j'ai été entre grands guillemets mal accueilli, mais c'est pas, tu peux pas dire ça parce que déjà c'est toi qui t'imposes. Ouais, mais après objectivement il y a des gens aussi qui peut-être t'ont aussi mal accueilli, tu vois, en termes de politesse, parce que mais en tout cas, enfin je peux leur vouloir humainement à eux, mais dans le cadre de mon voyage c'était une part que j'acceptais. Oui, voilà, tu acceptes le contrat, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même des petits conseils que tu peux donner à des gens qui seraient susceptibles de faire ce que tu as fait, mais qui justement ont très peur parce que tu aurais pu aussi tomber sur un barge complet. Hein. Faut quand même aussi, mais malgré tout ce que tu as dit, et moi je souscris totalement à cette nécessité de recréer du lien, mais il faut aussi quand même garder un côté méfiant et avoir la main sur le Glock. Bon, on n'a pas de Glock en France, mais est-ce qu'il y a quand même des petits indices qui peuvent potentiellement aider, parce que il y a quand même des gens en France qui sont fous furieux, donc... déjà, alors oui, surtout pour les filles qui nous écoutent. Ouais, surtout pour les femmes, hein, ça c'est sûr que déjà c'est pas la même limonade. C'est pas la même, donc là je conseille vraiment, en tout cas de voyager comme je l'ai fait, c'est pas conseillé, parce que, ou alors être avec un ami. Ce qui peut se faire aussi, c'est de voyager à deux, et de demander aux gens de planter la tente dans le jardin. Ça c'est peut-être voilà, ça c'est au moins tu prends pas de risque par rapport au coucher. Puis bon, à la limite tu leur demandes s'ils peuvent partager le dîner avec toi. Oui, bien sûr, un minimum. Mais voilà. Après les conseils, c'est évidemment pas hésiter à s'en aller si on n'a pas envie, si on se sent mal.
s'il y a surtout, d'abord il y a l'aspect la maison. Si la maison est mal entretenue, qu'elle fait pas envie, déjà nous on va pas avoir envie d'aller naturellement vers cette maison-là. Bien sûr. Voilà, se méfier quand même de ça, pas toquer n'importe où. Dans les trucs vraiment très isolés, dans les patelins très isolés, faire attention aussi à toquer dans des maisons qui sont quand même à peu près tenues, de l'extérieur, qui ont l'air d'être à peu près bien entretenues. Et puis après, on n'est jamais à l'abri, mais moi je partais du principe qu'à 18 ans, étant donné que quand même j'étais assez bâti musculairement, j'avais été en capacité de me défendre contre à peu près tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. S'il faut, tu mets le coup de pied dans les roubignoles et puis tu t'en vas en courant, tu vois. Donc, voilà, faut pas hésiter, en tout cas, faut pas mais ça c'est toujours dans les relations humaines, c'est valable partout, ne pas se sentir accepter la domination de l'autre et de se soumettre en fait, parce qu'après, quand on parle souvent des problèmes de consentement, c'est aussi un connard qui profite de ta faiblesse à toi. Oui, donc ne pas montrer ta faiblesse et mettre de la distance s'il faut. Mais moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu ce problème-là. D'accord. Donc je ne l'ai pas expérimenté, je ne peux pas vraiment en parler plus que ça. Mais je me suis jamais senti vraiment mal à l'aise. J'ai dormi chez des gens qui sont objectivement des cons. C'est pas grave. On les embrasse. Je les embrasse dans les Pyrénées. Je dirais pas où dans les Pyrénées, parce qu'il y a 900 bandes de test en ouest. Mais un type qui était pas sympa, mais bon, c'est encore quelque chose que j'ai accepté. Mais c'est marrant, ça, c'est un paradoxe. Le mec t'accepte chez lui, ce qui est quand même ce qui est pas rien. Ouais. Et en parallèle, c'est un con. Et lui c'était un mystère anthropologique. Lui, c'était un type qui était originaire d'ici, mais qui avait vécu toute sa vie à Paris, et qui avait hérité de la maison familiale. Et donc était revenu s'installer. Ah ouais, d'accord, ok. Donc le mec, il n'avait rien à voir dans le coin, il était marié avec une Vietnamienne à qui il coupait la parole constamment. J'ai jamais entendu la fin de la phrase de la Vietnamienne de toute la soirée, qui faisait des très bons nems, heureusement. C'était pas du tout cliché, c'est pas cliché, c'est vraiment... On l'embrasse. Et il y avait ça, donc la Vietnamienne et la chienne qui étaient à peu près sympas, et lui il était vraiment une porte de prison. Un con, quoi. Un con, mais bon, j'ai dormi chez un con, ça arrive aussi. Ouais. Y a pas que on l'est tous un peu, peut-être aussi. En France, il y en a quand même pas mal, ça veut pas dire qu'on va. Bah alors justement, est-ce que les Français sont des cons? Voilà, sont des cons. Super, bien pour les auditeurs. Voilà. Non, enfin, c'est compliqué. En fait, faut pas. Les gens qui disent ça ont souvent des attentes très élevées aussi. Bien sûr. Et ils sont pas allés assez à l'étranger pour comparer aussi. Voilà, c'est un peu... Il y a un côté parisianiste, les Français sont des cons, nous on est allés en Afrique, ils sont très gentils, oui. Va y vivre alors. Ouais, en Somalie, les pirates, je sais pas si ça c'est que les mecs sont payés en fait, c'est pas qu'ils sont sympas, c'est qu'ils sont payés pour t'accueillir. Ce qui est assez vrai, c'est le problème aussi du tourisme que moi j'ai un peu connu. Je me souviens, on était allé il y a de ça quelques années au Pérou, et on avait visité un village qui était le village des Ouros, donc c'est un peuple qui vit en fait sur des îlots de paille, que Jean Raspail avait écrit un texte sur eux, parce que Jean Raspail a beaucoup voyagé, et sur le coup c'était une super expérience, et en fait on a appris avec du recul qu'il n'y avait plus véritablement d'Ouros, ça n'existait plus, et qu'en fait c'était que des mecs qui vivaient aux abords du lac Titicaca, et qui la journée faisaient les camps pour gaveler les touristes. Et ça, c'est validé par les gens de gauche, et en fait c'est pas très différent de quand on exposait des Kanaks à l'exposition. Ouais, c'est un côté absurde, et en plus ce qui est terrible, c'est que si la plupart des touristes étaient vraiment au courant, ils le feraient pas, parce qu'il y a quand même une volonté de recherche d'authenticité. Donc après, ça veut pas dire que dans tout le pays c'était que des mecs qui jouaient des rôles, mais il faut faire attention à ça quand on voyage aussi à l'étranger. Faut distinguer de ce qui est de l'ordre de l'attrape-couillon et de ce qui est de l'ordre de la vraie expérience. Et là où c'est intéressant ton voyage, c'est que c'est souvent en sortant des sentiers battus qu'on découvre vraiment le pays réel de chaque pays que l'on va visiter. Il faut le plus possible sortir des pistes balisées, avec toujours quand même cette dimension de il faut faire attention, parce que une mauvaise rencontre, ça peut vite arriver, et quand ça t'arrive, t'es baisé. Mais voilà, est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs, pour les barons de la communauté qui voudraient se lancer dans ce voyage? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais me répéter, mais vraiment, en fait, c'est une mentalité, l'aventure, où il faut que tu
que tu te dises, peu importe ce qui va m'arriver, ça va être génial. C'est un peu, ça fait vraiment mentalité américaine, mais c'est pas, enfin, faut l'expérimenter, c'est-à-dire que au début, surtout si vous voyagez à vélo, vous allez voir, la première semaine, vous allez en chier comme il faut, c'est-à-dire que vous allez avoir des problèmes mécaniques tout le temps, il va pleuvoir, vous allez avoir très mal aux fesses, et ça je vous garantis que je le détaille exprès pas trop dans mon livre, mais c'est c'est une variable à prendre en compte, ouais, pour le coup. Il y a des crèmes souvent à se mettre 2-3 semaines avant pour préparer. Ah ouais, carrément. Parce que vraiment, passer 10 heures par jour sur un vélo pendant 2 mois, ça commence à... Ça marque, ça laisse pas le corps indifférent. Ouais, bien sûr. Le dos, pareil. Donc la première semaine, ça va être une semaine de test, et vraiment la première semaine, j'ai eu plusieurs fois où j'avais envie de jeter mon vélo dans le ravin et d'appeler mes parents pour qu'ils me ramènent. Mais une fois qu'on passe cette première semaine, c'est pas que les soucis disparaissent, mais c'est qu'ils intègrent le paysage de l'aventure. Par exemple, je suis tombé en plein milieu de la ville de, je sais plus si c'était Bayonne ou Biarritz, mais je crois que je suis tombé à Bayonne. T'es tombé, tu veux dire en fait Je suis tombé sur un carrefour. Je suis con, je croyais que t'étais tombé à vélo. Oui, je suis tombé à vélo. Ah d'accord, ouais, ok, je suis tombé ok. dans un carrefour et j'ai fissuré mon porte-sacoche, et je me suis retrouvé dans un atelier participatif à réparer mon vélo pendant 3 heures comme je pouvais avec les mecs qui m'aidaient. Mais la première semaine, j'aurais pris ça très mal, et finalement, quand on n'est pas pressé, c'est aussi une manière d'apprivoiser le temps, c'est-à-dire que t'es pas pressé, ça fait partie de ton aventure, ça te construit en tant qu'homme, donc c'est nécessaire. Donc vraiment, c'est ce côté-là où la mentalité de quand on part à l'aventure comme ça, qu'on jette dans l'inconnu, c'est cette volupté de se dire peu importe ce qui va m'arriver, je vais toujours en retirer une richesse. Et surtout dans son propre pays, c'est encore plus fort, parce que comme on partage la langue, comme on partage des références culturelles, parfois tu vois, il m'est arrivé dans la montée d'un col, tout souvent dans une montée de col comme ça, comme j'avais 2 grosses sacoches, j'interpellais aussi les cyclistes autour de moi, donc les mecs s'arrêtaient, ils ralentissaient, on pédalait, on faisait de l'ascension ensemble, on discutait. Ouais. Et pendant un col, j'ai rencontré un type comme ça à vélo, qui s'est trouvé être une connaissance d'un pote de mon père, mais c'est marrant ça. Bon, le monde est petit comme quoi. C'est des petites anecdotes, mais c'est rigolo, et c'est des petites réjouissances. Mais le monde est petit, hein. Tu te rends compte que tu as très vite des connexions avec des gens qui n'ont rien à voir, hein. Ça c'est marrant. Hein. Mon père, ma mère et le facteur, par exemple, ils se connaissaient pas. Mais voilà, donc c'est des anecdotes, tu vois, c'est la richesse, c'est l'inconnu. Bien sûr. Mais de toute façon, l'aventure, c'est pas le Club Med où tu vas à Copacabana, tu prends ta petite sangria, tu te dors le fion, et puis voilà. Non, il y a quand même ce qui fait la beauté de l'aventure, c'est la difficulté. Bien sûr, c'est très bien, c'est le côté, la fatigue physique, la nécessité de la fatigue physique, et ça, j'ai pu le comparer entre ce moment-là de Tour de France à vélo et ma vie à Paris, où il arrive que je fasse des journées où je fasse pas de sport, et ne serait-ce que sur l'impact sur le sommeil, la fatigue physique, c'est absolument génial, parce que ça use ton corps, et donc ton corps est beaucoup plus détendu pour se reposer et ne pas penser à la fatigue psychologique, justement. D'accord. Et vraiment, je n'ai jamais aussi bien dormi, bien que j'ai parfois peu dormi parce que j'ai pris des belles cuitasses, dans ce Tour de France-là, par rapport à ce que je vis à Paris. Donc l'importance de la fatigue, de l'effort physique dans ton bien-être à toi, c'est cliché de le dire, mais quand on le ressent vraiment, et que notamment sur la qualité du sommeil, qui est quand même un énorme enjeu aujourd'hui pour la jeunesse, parce que peu de gens en parlent, mais c'est une calamité, et ça joue aussi sur tes capacités de concentration, sur ta capacité de bien-être, sur ton stress, sur tout ça. Ça, c'est très vrai. Et l'effort physique quotidien intense, c'est absolument fondamental pour bien dormir, et donc pour être mieux dans sa vie. Ok, donc conclusion, partez à l'aventure. Voilà, en France, pas à Dubaï. Non. Pour faire une mise... Quelle merde. La boucle est bouclée, on a commencé sur Dubaï, on finit sur ça. Je remercie les barons de la communauté qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Valentin, je te remercie également. Et on remercie Idéochoc, bien sûr, qui a sponsorisé la vidéo. Donc le lien est en description. Allez voir, c'est vraiment qualitatif. Au pire, vous prenez les 14 jours gratuits. Vous payez pas par la suite, et puis voilà. Mais je vous invite vraiment à vous lancer dans cette aventure aussi qui est Idéochoc, et le mieux c'est de partir à l'aventure en France et d'écouter des livres audio d'Idéochoc. Alors là, comme ça, c'est l'homme complet, physique et mental, le suromnitien, quoi. À la fin, tu gravis les montagnes aisément. Merci à vous les barons, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Valentin et le Doc. Ciao les barons.